Bonjour. Nous commençons aujourd'hui le 4e cours. Nous avions vu la dernière fois, très sommairement bien sûr, puisque c'est un sujet qui n'en finirait pas, les relations que Dogen, encore adolescent, avait entretenues avec l'école Tendai. Celle où il était entré en religion à l'âge de 13 ans, enfin de 12 ans selon notre façon de compter. Et rappelons que si le... Rappelons que si le patriarche de l'école qui présidait à la cérémonie était Cohen, il s'en était fallu de peu, pour revenir à un personnage qui m'est cher, que ce ne fût Jien lui-même qui s'était démis de son 3e mandat de zasse, de patriarche de l'école, au premier mois de cette même année 1213, où Dogen a été admis en religion. Et il s'en est fallu de peu que ce soit lui qu'il soit le directeur, le maître de la cérémonie, n'est-ce pas? D'autant plus qu'il allait accepter la même année son 4e et dernier mandat, je parle de Jien toujours, au 9e mois de 1213. Et il n'y restera pas longtemps puisqu'il part dès 1214, donc c'est le dernier mandat de Jien. Vous voyez que nous sommes en territoire connu, en famille presque. Et cela nous donne en même temps ces changements, ces permutations de patriarches, de zasse, qu'on prononce aussi zazu en japonais, mais je ne le prononce pas trop en français pour des raisons que vous comprendrez facilement. Donc ces changements de zazu nous donnent une idée de l'instabilité qui régnait sur la montagne, comme on l'appelait le Enryakuji, c'est pas le Hiezan. Instabilité qui n'était sans doute pas sans lien, bien sûr, avec les luttes d'influence autour de l'empereur et du shogunat sur lesquelles nous avons largement débattu l'an dernier. Mais nous n'avons ni le temps ni la compétence d'historien pour aller plus loin dans ces considérations. Que Dogen soit passé par le Tendai n'impliquait nullement qu'il ait eu une dévotion particulière pour tel maître ou telle divinité de cette école, ni qu'il en adhérât au dogme. Comme nous le savons tous, le Tendai était l'école par excellence de la noblesse de Heian. École, je parle de école au sens de secte bouddhique. C'était à la fois le centre religieux, culturel, littéraire même, et surtout du XIIe siècle finissant. Il suffit de se rappeler ce que nous avons dit il y a quelques années lorsque nous étudions les poèmes sur les divinités, les Jingi no Uta, les Jingika. Le Shinkokin Wakashu, vous vous en souvenez, qui était la 8e grande anthologie impériale, faite à l'instigation de l'empereur retiré Go-Toba, avec qui Jien avait entretenu d'étroites relations. L'empereur Go-Toba qui rêvait de restaurer la splendeur passée de la maison impériale. Donc cette anthologie fut compilée au début du XIIIe siècle. L'histoire est compliquée, pratiquement entre 1205 et 1220, n'est-ce pas, 1200, même un peu plus tard encore. Il y a eu plusieurs éditions. Et dans cette anthologie, Jien était richement représenté, et Saigyo aussi, que nous avons vu il y a quelques années, et dont nous avions vu les liens qu'il entretenait avec l'école Tendai, bien qu'on pense plutôt à Saigyo comme un protagoniste de la Terre pure, mais il était passé aussi par le Tendai, si nous en croyons certains de ces récits biographiques. Donc, même si l'entrée dans la vie religieuse par l'école Tendai n'impliquait peut-être pas une conversion du corps et du cœur de la part de Dogen, il n'aurait pas été le premier ni le dernier dans ce cas. On se souvient de la vie de Saigyo, telle qu'elle est relatée dans le Senjusho, justement, et des épisodes concernant d'autres moines de son époque. Ils entrent dans l'école Tendai, ils se trouvent insatisfaits pour une raison ou pour une autre. Vous vous souvenez que pour un des moines que nous avons vu, c'était son pèlerinage à Issei qui le reconvertit davantage dans le Tendai, c'est-à-dire qu'il doit passer par le Shinto en quelque sorte, le Shinto de l'époque qui était bien sûr très bouddhisé, pour revenir dans le Tendai. Donc ça n'implique pas forcément une adhésion religieuse, mais il est certain aussi que l'on adhère ou non à ces doctrines,
la vision du bouddhisme véhiculée par le Tendai prévalait dans la vie intellectuelle en général. Et comme ce fut le cas d'ailleurs très longtemps au Japon, j'en ai parlé dans mon séminaire, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle encore, lorsqu'un penseur, non bouddhique, je dirais, positiviste, comme Tominaga Nakamoto, critique le bouddhisme, il critique le bouddhisme, lorsqu'il critique la vision du monde bouddhique, il critique la vision du monde Tendai, parce que pour lui, c'est le système bouddhique par excellence. Mais de toute façon, l'instruction que le jeune garçon, il a 12-13 ans, n'est-ce pas, reçu à l'époque, ne put que le marquer profondément. Nous avons vu aussi qu'il entretint des liens largement favorisés par le vaste réseau de sa parentèle, bien que présenté comme quasiment orphelin, Dogen avait quand même une vaste famille autour de lui, nous l'avons dit, une parentèle qui était disséminée dans tous les centres du pouvoir de l'époque. Non seulement avec la montagne, avec Yama, mais aussi avec le monastère Tera. Vous aviez toujours le grand axe de confrontation du Tendai de l'époque, c'est le monastère de l'Enryakuji, le mont Hiei, donc Yama, et vous aviez le Tera, qui était le temple du Miidera, le monastère de Lonjōji, qui était au bas du mont Hiei, du côté du lac Biwan. Alors, on ne peut pas remonter, ce n'est pas le moment de remonter pour l'origine de cette querelle. Disons simplement que après la succession de Saicho, nous avions Gishin, donc au IXe siècle, et là, il y a eu la succession, il y a une querelle de succession entre les deux grands disciples, les grands moines du Tendai de l'époque, qui étaient tous deux d'ailleurs, encore une fois, légitimés par leur voyage en Chine. D'un côté, vous aviez l'illustre Ennin, et d'autre côté, le non moins illustre Enshin. Et, lors de la querelle de succession de Gishin, ce sont les partisans de Enshin qui ont perdu sur le mont Hiei et qui sont descendus de la montagne pour former le Honjōji, la lignée de Enshin. Donc. Enshin ayant été le disciple direct de Gishin. Et chose étonnante, pour revenir à Dogen, vous vous en souvenez de la semaine dernière, c'est un prélat de haut rang du Miidera, un préfet monacal, n'est-ce pas, Sojo, ce n'est pas n'importe quoi, qui, d'après le Denko Roku que nous avons vu, dont nous avons lu l'extrait la dernière fois, c'est lui qui l'encourage à quitter le Tendai, donc c'est un moine Tendai, pour se rendre au Kanninji, près de Kyoto, auprès de Eisai, autre dissident du Tendai qui est en train d'élaborer la branche Rinzai du zen japonais. Ce conseil est surprenant quand même de la part d'un prélat, d'un sojo, même de l'Onjōji. Est-ce que ça reflète une affinité entre certains milieux du Miidera et du zen? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, excusez-moi, qui ont assisté au colloque du mois d'octobre dernier sur les disputations bouddhiques au Japon. Et s'il y en a, ils se souviendront peut-être que notre jeune collègue Didier Davin avait rapporté un échange qui s'était déroulé, alors plus d'un siècle plus tard, enfin, en 1324, dans lequel un moine du Miidera, justement, prononçait une sentence dans le débat qui résonnait tout à fait comme une phrase zen, n'est-ce pas, même dans sa formulation. Et on peut sans doute penser, et mon collègue Frédéric Girard aussi a attiré l'attention là-dessus, qu'il y avait un petit ruisselet de zen au Miidera. Mais en tout cas, cette anecdote du Denko Roku vient l'appuyer. Et puis, il faut dire aussi, et ça c'est quelque chose qu'il faut toujours se dire à propos du bouddhisme japonais, c'est bien que les préoccupations que j'appellerais lignagères, n'est-ce pas, des écoles et des sectes, qui impliquent une rigoureuse classification des doctrines, une dogmatique, j'emploie le mot dogmatique parce que justement, c'est quand même ça. On classe les doctrines par école.
telle école adhère à telle doctrine. C'est sur le papier, en quelque sorte. Donc on a bien plus qu'en Chine, une délimitation rigoureuse du cadre scolastique et rituel aussi pour l'ésotérisme, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'école. Les croyances et les pratiques des religieux, pris individuellement, semblent avoir été fort libres des contraintes sectaires. J'ai parlé de Saigyo tout à l'heure. Saigyo, on se demande encore à quelle secte exactement, à quelle école il appartenait, n'est-ce pas? Cela fait qu'il n'est pas si difficile d'imaginer que les enseignements du Zen étaient propagés au sein du Tendai, d'autant plus que nous l'avons dit et répété déjà, après Gyonen, n'est-ce pas? C'est Saicho lui-même qui avait transmis au Japon une forme de Saicho, n'est-ce pas, le fondateur de l'école Tendai, qui avait transmis au Japon une forme de Zen. Donc, de rien de tout cela est vraiment étonnant. Il faut rappeler aussi que dès avant la naissance de Dogen, s'était établie au Japon une éphémère école zen du nom de Darumashu. C'est la première ligne ici. Darumashu, fondée par le moine Tendai Nonin. Nonin, dont je vous donne les dates, on ne les connaît pas exactement, qu'on appelle aussi Dainichi ou Dainichibo Nonin, qui est aussi issu du Tendai, bien sûr, et qui avait envoyé 2 disciples en Chine en 1189, qui avaient rapporté de Chine des enseignements de la lignée du maître Dae Shuko en japonais, Dahui Zonga en chinois, qui était un moine du Linji de l'époque, donc, et qui était un grand adversaire de la lignée Soto, de Cao Tong, donc, que Dogen va aller chercher. Et je vous signale aussi, je vous rappelle qu'il est l'auteur d'un ouvrage qui est intitulé Le Shobo Genzo, n'est-ce pas, exactement le titre même que reprendra Dogen un peu plus tard. Et dont titre qui a été certainement consciemment repris par Dogen en opposition justement à la lignée de Dzongao. Et donc, bien que ce nonin, nous l'avons vu indirectement la dernière fois, enfin au premier cours, lorsque je vous avais parlé justement de l'historiographie du Zen vue par un généraliste, si je puis dire, comme Gyonen, nonin, des formulations de nonin qui avaient été reprises par Eisai étaient données comme des phrases clés du Zen par Gyonen. Donc c'est quelqu'un d'important. Alors, cette école d'Arumashu, qui se réclamait du Rinzai, se trouva à la fois en but au Tendai, à l'école Tendai. Vous savez que les affaires, les controverses doctrinales au Japon, comme partout, sont souvent aussi motivées pour des questions de politique, de pouvoir politique. Donc, l'école Tendai, dont Nonin était resté fort proche doctrinalement, a attaqué le Darumashu, et l'école Rinzai japonaise, que Eisai était aussi en train d'élaborer. Eisai, je vous rappelle, est mort en 1215. Nous sommes quasiment au moment où Dogen entre en religion. Et donc, puisque le Kenninji, le monastère du Kenninji, où va se rendre Dogen, a été fondé en 1205, et cela fait que l'école d'Arumashu, c'est donc l'école de Bodhidharma, n'est-ce pas, qui est un peu plus zen, se trouva interdite en 1194 par le shogunat. Mais bien sûr, on sait ce que valent ces interdictions. Elle s'est trouvée interdite à la capitale, mais justement, les gens se sont enfuis, se sont égayés dans les différentes provinces, et il y avait encore une transmission du Darumashu dans plusieurs endroits du Japon. Je vous rappelle aussi que Eijo, la dernière ligne, en 198-1280, le grand disciple de Dogen,
qui a vraiment été l'organisateur, le transmetteur de ces œuvres, à l'origine était un disciple de Nonin, et qu'il a quitté pour Dogen. Donc Dogen n'échappe pas à la règle de l'époque, il est aussi fortement imprégné du Tendai qu'il a formé plus profondément qu'on ne le pense habituellement, bien que maintenant on commence quand même à changer de vision à son propos. Tout simplement parce que les doctrines du Tendai sont, il faut le répéter, le cadre de la réflexion de la plupart des lettrés japonais de l'époque, clercs ou laïcs. Pour faire une analogie, on pourrait faire une analogie avec la théologie chrétienne du même siècle, n'est-ce pas, le XIIIe siècle, XIVe et jusqu'à la Renaissance, et même après, dans certains cas, et même si l'on remonte plus haut, dès le VIe siècle avec Boès, qu'est-ce qui informe la théologie chrétienne? Donc, c'est une pensée non chrétienne, c'est Aristote. Et singulièrement à partir du XIIe siècle. La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, c'est de l'aristotélicisme appliqué à la théologie, enfin à la théologie chrétienne. Donc vous voyez, c'est-à-dire les gens qui voulaient penser rationnellement le christianisme ou le judaïsme aussi avec Maïmonide, eh bien se servaient des cadres d'Aristote. Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient philosophes grecs. Donc, mutatis mutandis, c'est un peu la même chose. Vraiment, les grilles du Tendai, vous allez le voir d'ailleurs tout à l'heure, servent à informer la pensée bouddhique et générale. Alors, la marque la plus évidente du Tendai chez le maître zen qui est Dogen, c'est bien sûr l'empreinte qu'a laissée dans son œuvre et dans sa pensée le Sutra du Lotus. Tous ceux qui ont essayé de lire ne serait-ce que quelques pages du réceptacle de l'œil de la loi correcte, le Shobo Genzo, ont pu constater combien le sutra y est présent. On a déjà ici un paradoxe qui pourrait surprendre ceux qui ont du zen, les représentations que l'on s'en fait à partir des phrases convenues que nous avons vues, n'est-ce pas, plusieurs fois citées, à la fois chez Gyonen, chez Gyonen et dans le Denko Roku aussi, sur le non-établissement d'écriture, n'est-ce pas, le Furyu Moji, ou le non-appui sur les écritures, ou bien le Kyoge Betsuden, la transmission en dehors de l'enseignement. Kyo, c'est Oshie ici, mais en même temps, on l'entend très souvent comme Kyo au sens de sutra, donc une transmission en dehors des sutras. Le zen veut se mettre en dehors, des sutras traditionnels, n'est-ce pas? Alors ce sont des représentations qui sont renforcées par l'histoire du Chan chinois, où la place des sutras n'est pas du tout celle des écoles traditionnelles. On sait que les seules écritures, on vous parle, enfin, on vous parle beaucoup du Lankavatara Sutra, le Ryōgon-kyo comme l'un des grands sutras de l'école zen, mais il n'était pas cultivé en tant que tel. La place du Lankavatara Sutra n'est pas du tout comparable au lotus dans le Tendai ou bien au Dainichi-kyo dans l'ésotérisme, n'est-ce pas? Si il y a des sutras de référence, des écritures de référence dans le zen, et il y en a malgré tout, sans doute en raison de pression gouvernementale chinoise, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour être une secte ou une école bouddhique reconnue, il faut se fonder sur une lignée scripturaire. Donc on a demandé aux Chan chinois d'avoir des garants scripturaires. Et alors, c'est une interprétation un peu personnelle, mais enfin, il y en a d'autres que moi qui le disent, mais je pense que le Chan chinois, là, a répondu vraiment de façon très Chan, justement, un peu de façon dérisoire, en moquerie, et au lieu de donner de grands sutras comme le sutra de l'ornement fleuri, le sutra du lotus, le sutra de Mahavairocana, ou même, pourquoi pas, le Vimalakirti, enfin c'est autre chose, eh bien on a donné ce petit corpus appelé en japonais Busso Sangyo, les trois
les 3 sutras. Alors, vous voyez, déjà, il y a un abus de langage, vous allez le voir tout de suite. Les 3 sutras, je propose de le traduire ça par du Bouddha et du patriarche. Parce que souvent, on le met au pluriel lorsque les Anglais, les Anglo-Saxons, les Français traduisent ça. Mais en réalité, si l'on voit la liste, il y a 2 sutras et un texte beaucoup plus tardif qui est l'œuvre d'un patriarche chinois. Et je laisse de côté les 2 des 3. Vous avez donc le Shijuni Shokyo, le Shijuni Shokyo, oui, le sutra des 42 chapitres, le Butsuyi Gyokyo, qui est le sutra des dernières instructions du Bouddha, et puis vous avez un recueil de préceptes zen, chan chinois, qui s'appelle, qui est un, que l'on prononce maintenant le Wei Shan Jing Tse, n'est-ce pas, Isang Keisaku. La prononciation ancienne de ce caractère était Gui, mais maintenant tout le monde prononce Wei en Chine aussi. Alors, ce sont des sutras qui ne font que quelques pages, les 2. Le Shijuni Shokyo est encore plus court, parce que c'est, comme le nom l'indique, c'est un sutra de 42 chapitres, plutôt paragraphes. C'est extrêmement court. Et d'ailleurs, c'est peut-être la proximité de la forme de ce sutra avec les Yulu, n'est-ce pas, les Goroku, c'est-à-dire les recueils d'entretien zen, qui ont fait que les tenants du Chan l'ont pris. Mais toujours est-il que ça n'a aucune... j'ai l'impression que c'est une forme d'humour du Chan, n'est-ce pas? Ils ont pris des sutras qui comptent très peu. Simplement, évidemment, il faut savoir que le Shijuni Shokyo, c'est le premier, dans l'historiographie bouddhique chinoise traditionnelle, c'est le premier sutra qui a été traduit en chinois, importé de l'Inde au 1er siècle après Jésus-Christ, et traduit en chinois. Mais c'est une légende. Et ce qui est très intéressant, en plus, c'est que le contenu est presque du petit véhicule. Alors, et je ne pense pas... bien sûr, mais je ne pense pas que Dogen le cite jamais dans aucune de ses œuvres. Alors vous voyez que il y a vraiment une question intéressante à ce sujet. Donc ce n'est pas ces sutras du Chan que Dogen choisit pour fondement scripturaire. Bien sûr, vous l'avez compris, dans le Shobogenzo et dans ses autres textes, le Sutra du Lotus est omniprésent. Nous allons le voir dans les prochains cours. Et surtout, en premier lieu, dans le Shobogenzo, donc dans le réceptacle de l'œil de la loi correcte. Pour nous, bien sûr, pour notre enquête philologique, c'est un élément déterminant, parce que nous avons vu et revu combien les enseignements et la lettre de ce sutra ont modelé la pensée religieuse et l'expression poétique de l'époque de Heian, voire avant. Il est donc profondément implanté au cœur de ce que l'on appelle ici la hiéroglossie japonaise, qui est notre enquête. Repérer et mettre aussi en avant qu'il est nécessaire pour notre enquête cette place du lotus chez Dogen, c'est rétablir la relation langagière sino-japonaise à une dimension plus profonde que celle superficielle et récente qui s'impose à première vue à la lecture des 2 grandes œuvres qui nous retiennent cette année, le Shobogenzo et le Eihei Koroku, que je présenterai la prochaine fois. Alors, pour aborder cette question, quelle est la meilleure façon d'aborder la place du lotus chez Dogen? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est passer par la poésie, sa poésie, les waka, la poésie japonaise de Dogen. Je pense consacrer l'avant-dernière heure de ce cours, donc à la fin du mois de mars, au waka en général de Dogen, mais nous allons ici nous arrêter dans le recueil de poésie de Dogen dont je vous donne le titre en bas ici. Le Sansho Doe, littéralement poème sur la voie
du Sanshō, alors littéralement des pins parapluies. C'est le nom un lieu-dit qui est près du Eiheiji, n'est-ce pas, le temple où Dogen a prêché la plus grande partie de son œuvre. Donc on pourrait presque dire que ce sont les poèmes sur la voie du Eiheiji. Et dans ce corpus qui est très court, il y a 60 wakas seulement. Et non seulement il est très court, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il a été rédigé, il a été compilé au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, vous voyez, la date, c'est quelque chose comme 1700, enfin autour de 1750, un peu avant. Il y a entre 1747 et des choses comme ça. Donc entre 1250 et 1750, il y a 5 siècles pleins. Alors évidemment, il y a un petit problème d'authenticité de certains de ces poèmes, mais c'est impressionniste si vous voulez, mais il me semble cependant que ce petit corpus de 5 poèmes, il y a 5 poèmes qui sont vraiment dédiés au Sutra du Lotus. Et on peut penser qu'a priori, il n'y ait pas de raison que des tenants du Chan aient inventé des poèmes de Dogen sur le Sutra du Lotus. Ils avaient d'autres choses à faire. Et en même temps, vous allez voir la tonalité, ce sont des poèmes qui sont vraiment très tendaiens. Donc on peut penser que ce sont des poèmes que Dogen a fait dans sa toute jeunesse, enfin, disons dans les 2-3 ans qui sont entre son entrée au Hiezan et sa sortie vers le Kenninji. Donc, je pense qu'il est important de les donner. Je vais vous les donner dans un ordre un peu modifié par rapport à l'ordre du corpus. Vous verrez pourquoi. Mais en tout cas, ce sont des poèmes qui indiquent bien une transition de Dogen à partir d'une pensée Tendai très manifeste vers autre chose, mais que l'on ne va pas découvrir dans ces poèmes. C'est vraiment la place du Sutra du Lotus. Je vous donne le premier, et vous allez voir tout de suite à quel point ça c'est. Nous avons c'est pétri de Tendai, si j'ose dire. Et ce qui me fait dire vraiment que, enfin, il n'y a pas de raison d'inventer un tel poème. D'abord, c'est pas un très bon poème, et en plus, il n'est pas du tout zen. C'est vraiment du poème, c'est vraiment un poème de doctrine Tendai élémentaire. Yotsu no uma, mitsu no kuruma ni noranu shito, makoto no michi o ikade shiramashi. Alors, celui qui n'est noranu shito, celui qui n'a pas monté les 4 chevaux. Alors, je suis désolé, je ne sais pas comment dire, les 4 étalons, si vous voulez, pour ne pas penser à la voiture Citroën, mais celui qui n'est pas monté, qui n'a pas pris les 4 montures, qui n'est pas monté dans les 3 chariots, comment Ikade Shinamashi, comment pourrait-il prendre connaissance de Makoto no Michi, de la voie réelle? Ceux qui ont déjà sont venus à ce cours voient tout de suite les tenants et aboutissants de tout cela. Yotsu no uma, les 4 sortes de chevaux plutôt. Ça vient tout droit du Zo Agongyo. Vous savez que les Agongyo, c'est-à-dire les instructions de Bouddha, les Agama en sanskrit, comptent dans la tradition chinoise comme les plus anciens des sutras prêchés par le Bouddha. Alors, bon, comme ça. Alors, il y a une histoire, cette histoire de chevaux, c'est dans une digression, le Bouddha compare les disciples et les pratiquants aux chevaux, à 4 sortes de chevaux. Les bons chevaux très sensibles, n'est-ce pas, qui manœuvrent, qui bougent, simplement en voyant l'ombre du fouet. Donc, ils obéissent tout de suite au maître, juste simplement, alors c'est Muchi no Kage, n'est-ce pas, dit sinon. Et il y a ensuite ceux qui manœuvrent simplement lorsque le fouet leur effleure le pelage.
et puis il faut que le fouet arrive jusqu'aux muscles, et puis ceux dont la force du fouet doit arriver jusqu'à l'os, n'est-ce pas? Alors bon, il y aura sans doute des récriminations maintenant sur ce mode de dressage, mais toujours est-il que c'est quelque chose de tout à fait typique du petit véhicule. Pour les 3 chars, je ne ferai pas l'injure de vous rappeler le 3e chapitre du Sutra du Lotus, c'est pas le Sutra de la parabole, Hi Yuhon, où vous savez, c'est le maître de maison dont la maison est en feu, il veut faire sortir ses enfants, et les enfants ne comprennent pas le danger de l'incendie. Pour les faire sortir, il leur promet 3 chariots plutôt que 3 chars, 3 chariots pour enfants, qui seraient tirés l'un par un mouton, ou l'autre par un daim, et le 3e par un bœuf. Et les enfants sortent, mais en réalité, le maître leur donne un char encore plus beau, c'est évidemment le grand véhicule. Donc vous avez les 3 véhicules et le grand véhicule. Donc vous voyez que vous avez d'un côté le petit véhicule qui est exemplifié par les 4 sortes de chevaux, et de l'autre côté, le Sutra du Lotus, qui est les 3 chars, mais tout le monde sait bien que ces 3 chars, c'est le char unique, Isha. Shitotsu no Kuduma, le char unique du Sutra du Lotus. Alors, ça n'a l'air de rien comme ça, mais évidemment, ce poème est tout à fait insignifiant en tant que poème, je suis désolé de le dire, mais comme chaque kyoka, c'est-à-dire comme poème à thème bouddhique, il est parfaitement typique d'un shakyoka élémentaire de prédication qui se base sur la lettre des sutras. Et il faut savoir aussi que dans le Shobogenzo, vous avez un chapitre, dans une version du Shobogenzo, j'en reparlerai la prochaine fois parce que je ne sais pas, il faut que je présente très brièvement les deux textes qui nous intéressent, mais je le ferai une prochaine fois, on n'a pas le temps ici. Mais dans une des versions du Shobogenzo, l'un des chapitres s'appelle précisément Shime, c'est-à-dire Yotsuno Uma, les 4 chevaux, les 4 sortes de chevaux, et vous voyez que ce poème fait en même temps une référence à un chapitre du Shobogenzo. Alors, est-ce qu'il est... Vous voyez les questions qui peuvent se poser, mais en tout cas, il est sûr que cette histoire des chevaux était connue de Dogen alors qu'il était encore jeune. Mais dans ce très bref waka, pour toute personne du Tendai qui a fait que quelques études de Tendai, quelques semaines même, et pour vous qui m'entendez depuis des années, c'est évident, n'est-ce pas? Le rapprochement est évident, c'est une allusion à ce qu'on appelle la classification doctrinale, le Kyohan du Tendai, c'est-à-dire que vous savez que le Tendai a classifié, hiérarchisé les différents enseignements du Bouddha, et donc de l'inférieur au supérieur, et évidemment le supérieur étant le Sutra du Lotus, et les 3 premiers. Alors vous avez 4 sortes de doctrines, et qui sont développées en 5 périodes de la vie du Bouddha. Alors je ne vous donne pas les détails, bien sûr. Il faut savoir que la période la plus basse, la plus élémentaire, s'appelle le Rokuonji, la période du jardin du parc aux cerfs. C'est le petit véhicule. Et dans les traités du Tendai, lorsqu'on vous dit le petit véhicule, qu'est-ce que c'est? On commence par dire c'est le Hagongyo, ce sont les instructions. Donc nous avons ici, en réalité, encrypté derrière un résumé de la doctrine des 4, du dogme des 4 doctrines du Sutra du Lotus, qui vont du Sanzokyo, la doctrine des 3 corbeilles, jusqu'à Engyo, la doctrine parfaite du Sutra du Lotus. Donc c'est parfaitement Tendai, si vous voulez. Donc dans ce poème qui ne nous évoque a priori que peu de choses, donc, Dogen, le maître de méditation, fait une allusion à la hiérarchie scripturaire du Tendai. Alors, évidemment, on peut se demander si c'est une autoréférence, si c'est une œuvre de jeunesse. Je ne pense pas que Dogen avait déjà conçu dans sa tête de faire un chapitre du Shobogenzo qui s'appellerait Les 4 chevaux, mais c'est peut-être mais en tout cas, le compilateur de ce recueil, lui, avait certainement le lien en tête, n'est-ce pas?
En tout cas, dans les deux cas, on voit bien que c'est l'imprégnation latente des doctrines du Tendai chez Dogen enfant. Voyons maintenant un autre poème, qui est le premier d'ailleurs du corpus sur le lotus. Alors, Yomosugara, alors là on peut lire Hinemosu, n'est-ce pas? Si on lit Hinosugara, ça fait trop long, je propose de lire Hinemosu ni nasu nori no michi, mina kono kyo no koe to kokoro to. Alors si c'est un poème qui n'est pas très original. Tout au long des nuits et les jours à pratiquer la voie de la loi. Là, en français, on peut s'en tirer par un mauvais jeu de mots, mais la voie de la loi, donc VOIE, tout cela de ce sutra est la voix et l'esprit, VOIX, n'est-ce pas? Donc, tout au long des nuits et des jours à pratiquer la voie de la loi, tout cela de ce sutra est la voix et l'esprit. Ce poème, donc, qui est sans grande originalité et qui se marque tout de suite comme un Shakyoka, un poème à thème bouddhique, d'autant plus qu'il y a le mot sutra dedans. Vous voyez, un mot sino-japonais dans un waka, c'est tout de suite une marque de laisser-aller qui est souvent le propre de la poésie bouddhique. Ça ne peut que surprendre les dogéniens qui oublieraient la formation première du maître. On peut certainement penser que ce poème remonte au premier jour de Dogen au Tendai, ne serait-ce que par l'espèce d'enthousiasme qui l'anime. Mais donc c'est un poème très naïf, mais tout est lotus. Mais vous allez voir que ici c'est le lotus dans l'esprit du pratiquant, n'est-ce pas? Nori no michi, mina kono kyo no, toute la Nori no michi, la voie de la loi, est tout entière contenue dans le koe, dans la voie du sutra que l'on récite et dans la méditation que l'on fait à son sujet. C'est encore une relation, je dirais, normale avec un livre. Mais je voudrais à présent que nous regardions les trois poèmes suivants, que je donne dans un ordre légèrement différent de celui donné de recueil, en espérant qu'on comprendra les raisons de ce reclassement. Voyons d'abord celui-ci, qui reflète d'une façon plus explicite le caractère totalisant, si je puis dire, de la foi dans le Sutra du Lotus, mais dans un cadre que l'on pourrait encore qualifier de mondain. Konokyo no kokoro o ureba, yononaka no urikau koe mo nori otoku nari. Alors, vous avez déjà en variante Nori Otoku Kana, par exemple, mais ça n'a aucune importance pour le sens, n'est-ce pas? Alors, Konokyo no Kokoro Ureba. Pour qui aura saisi de ce sutra l'esprit? Pour qui aura saisi l'esprit de ce sutra? Les voix qui en ce monde, donc les voix qui en ce monde, alors, Urikau, les voix qui en ce monde débattent vente et achat, n'est-ce pas, qui marchandent, les voix des marchands, des voix du marché, sont prêches de la loi, sont prêches de loi, sont prédications de la loi. Pour qui aura saisi de ce sutra l'esprit, les voix qui en ce monde débattent vente et achat sont prêches de la loi. Donc, Kokoro, ici, c'est à la fois, bien sûr, l'esprit général du Sutra du Lotus, mais c'est aussi Kokoro écrit avec le caractère I, qui veut dire l'intentionnalité, le sens profond du Sutra. Et donc, l'idée qui est exprimée, c'est que les discussions de ce monde, et même les plus terre-à-terre, les plus vulgaires qui soient pour les religieux, qui sont des questions d'argent, bien que ce ne soit pas, bien sûr, totalement absent de leurs préoccupations en tant que groupement, en tout cas. Donc, et surtout, n'oubliez pas que ces poètes étaient d'origine noble, donc tout ce qui a trait au marché, au sens moderne, est anathème. Donc, n'importe quel propos mondain de ce monde peut refléter la loi. Tout propos est propos de loi, tout propos est sekkyo. Toute parole humaine peut être, pour le pratiquant, celui qui a saisi l'esprit du lotus, tout propos devient prédication.
On pourrait voir alors, il y a pas mal d'éléments Tendai qui pourraient se retrouver là-dedans. Je vous cite ce passage très très célèbre de la somme de contemplation du Makashikan de Chingi, n'est-ce pas, le maître du Tendai du VIe siècle, Bonno Soku Bodai, Bonno Sokuze Bodai, c'est-à-dire les passions de ce monde, les passions qui nous obscurcissent dans la vie quotidienne, qui nous empêchent d'accéder à la loi, sont l'éveil, ne sont autres que l'éveil. Les passions sont l'éveil lui-même, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que l'on a derrière ces paroles. Et c'est en même temps une allusion aux deux vérités, la vérité profane, Sokutai, et la vérité authentique, Shintai. Tout cela, vous le connaissez, je n'y reviens pas. Mais il est clair que ce poème représente une étape transitoire dans la compréhension du lotus. Une compréhension qui se fait plus profonde encore dans les deux poèmes que nous allons voir et qui vont nous ramener à d'autres doctrines de Dogen que nous allons voir dans les prochains cours. Tani no hibiki, mine ni naku mashira. Mashira, parfois aussi sadhu. Mashira, c'est le mot classique pour sadhu, le singe. Donc, tani no hibiki, mine ni naku kashira. Taedae ni tada kono kyo o toku toko sokike. Hibiki, je traduis par. C'est résonance, mais je traduis par écho ici. Tani no hibiki, l'écho des vallées. On reviendra sur ce mot. Mine ni naku mashira, les singes qui crient dans les montagnes escarpées. Taedae ni, constamment, sans arrêt, sans cesse, sans trêve. Tada kono kyo o toku koso kike, ne font que prêcher ce sutra, tokosokike, c'est comme cela que moi je l'entends. Ce n'est pas un impératif, je ne reviens pas sur. C'est to kikumono des. Donc je répète, l'écho des vallées, le cri des singes, que je traduirai ici, mystérieux, incessant, pour moi qui les entends, ne prêche que ce sutra. Ce Taedaeni, j'y reviens dans un instant. Tout le monde aura sans doute compris à présent vers quoi nous nous dirigeons. Après les poèmes décrivant ce que le sutra en sa lettre produit sur le pratiquant, après avoir étendu la puissance verbale du sutra au langage humain en général, c'est maintenant le monde non humain qui prêche le sutra. Tani no hibiki, l'écho des vallées, saru no koe, mine no saru, n'est-ce pas, les singes. Le monde non humain. Mais nous voyons que le monde non humain est ici divisé en deux. Vous avez d'un côté le monde géographique, n'est-ce pas, les vallées, les torrents et vallées, ce qui fait sans aucun doute partie pour nous et pour ce que les Chinois et Japonais de l'époque auraient appelé l'inanimé, Mujo Nasake no Nai Mono, n'est-ce pas, Nasake Nakin Mono. Et il y a d'autre part le cri des singes, omniprésent dans la poésie chinoise, beaucoup moins dans la poésie japonaise, qui relève du monde des animaux. Chikusho, c'est-à-dire Chikusho no Michi, l'une des 6 voies. Donc la distance des singes par rapport à la voie des hommes, n'est-ce pas, Ningendo, Ningen no Michi, est bien moindre. C'est presque ici la nature au sens occidental que nous avons. C'est le non-humain en général, les animaux et le monde dit réceptacle, qui seken, n'est-ce pas, qui prêche le sutra du lotus. Et remarquons aussi le double sens de l'expression taedaeni, qui, c'est un mot qui figure par exemple dans le Hyakunin Isshu, n'est-ce pas, ça veut dire incessant, sans cesse, mais on peut l'écrire aussi avec le caractère chinois myo, n'est-ce pas, tae de Myoho Rengekyo, c'est le Myoho, c'est-à-dire la voix sublime, la voix parfaite, la voix mystérieuse du Sutra du Lotus. Il y a un jeu de mots, Taedae incessant et Taedae Myo, c'est-à-dire Lotus. Donc il faut comprendre dans ce jeu de mots Taedaeni un rappel du Sutra du Lotus, ce qui va de soi, puisque vous avez juste après Konokyo, ce sutra, c'est-à-dire le Sutra du Lotus. Il y a enfin un 5e poème qui va nous mener un peu plus loin. Je vous le lis
ici, Mine no Hiro. Alors vous voyez, Mine no Hiro, tout à l'heure on avait Mine Ninaku Mashira, ici, Mine no Hiro, Tani no Hibiki mo, le même segment que tout à l'heure. Donc, Mine no Hiro, Tani no Hibiki mo, Mina nagara, Waga Shakyamuni no Koe to Sugata to. Alors évidemment, comme poème japonais, c'est un peu raté, parce que vous avez Waga Shakyamuni, n'est-ce pas? On voit tout de suite, c'est un poème. Le moins observateur des lecteurs vous verra tout de suite que c'est un poème bouddhique, n'est-ce pas? Et un poème bouddhique, un shakyoka avec un gros mot sanskrit dedans. Mais vous voyez les rappels de ce que l'on a vu tout à l'heure, du vocabulaire, je vous le donne ici. Alors, Mine no Hiro, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Mine no Hiro, je vais le traduire ici par paysage des montagnes. Ou vous pourriez dire aussi couleur des montagnes, pourquoi pas, c'est la couleur des montagnes, c'est-à-dire la couleur de la végétation sur les montagnes. Tani no Hibikimo et les échos des vallées. Mina nagara, tous tant qu'ils sont de notre Shakyamuni, Koe to Sugata, la voix et la forme. La voix et la forme. Koe to Sugata to. Alors, nous voyons que le segment Tani no Hibiki est le même que celui que l'on a vu précédemment, qui se trouvait associé au cri des singes. Mais ici, il n'est associé à nul vivant. Ici, on le retrouve à côté de l'écho des vallées. L'écho des vallées, Tani, je reviendrai aussi, vous verrez pourquoi. Tani, c'est la vallée au milieu duquel, au fond de laquelle coule un torrent. Ça veut dire à la fois, vous allez avec le caractère chinois que nous allons voir tout à l'heure, c'est-à-dire le torrent au fond de la vallée. Donc, Hibiki, c'est le glou-glou du torrent aussi, et donc qui fait écho dans la vallée. Paysage des montagnes, écho des vallées, tous tant qu'ils sont de notre Shakyamuni, la voix et la forme. Plus d'animaux ici, plus d'êtres vivants, plus de ujo. Il n'y a donc plus d'hésitation non plus à avoir sur l'idée, le dogme qui se trouve derrière ce poème, puisqu'on voit bien que ce Koe to Sugata, n'est-ce pas, la voix et la forme de Shakyamuni, c'est bel et bien la prédication de l'inanimé, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'inanimé, le monde réceptacle, prêche aussi la loi de Bouddha qui est derrière ce poème. Cette idée s'est trouvée abondamment illustrée dans la poésie bouddhique japonaise, nous y reviendrons en temps utile, mais il est hors de doute qu'on la trouve dans ce poème de façon quasiment explicite. Et on se souvient du poème de Dogen que nous avons cité dans un cours précédent, celui-là même qui ouvrait le discours du prix Nobel de Kawabata et dont le titre était Honrai no Memmoku, la face originelle. Ce poème-ci, selon lequel la nature inanimée est telle qu'elle, ce mina nagara, n'est-ce pas, c'est-à-dire tous tant qu'ils sont. Mais le nagara est souvent utilisé, je suis obligé de faire l'économie des exemples, dans les poèmes bouddhiques pour signifier une identification entre les deux dimensions phénoménales et authentiques, n'est-ce pas? Donc c'est ici quelque chose qui révèle une identité. Donc, par exemple, nous avons Sanagara, c'est-à-dire telle qu'elle, ainsi qu'elle, et c'est lié intimement au dogme des 10 incités sur lesquels nous reviendrons bientôt. Donc ce poème mène le lecteur à une même conclusion. Les motifs poétiques évoqués par Dogen dans le poème sur la face originelle, vous vous souvenez, Hana, les fleurs, Hototogisu, le coucou, Tsuki, la lune, Yuki, la neige, qui sont tous donc la face réelle du Bouddha, la face réelle de l'absolu, qui est le Bouddha, bien sûr. Et de même que c'était le reflet de cette face, de même dans les vallées et les montagnes, le regard du pratiquant qui parvient à son but discerne le Bouddha qui les soutient, qui soutient ce monde réceptacle. Voilà donc un poème dont les accents ne dépareraient pas l'œuvre d'un moine Tendai, et qui est à fort juste raison placé sous le signe du Sutra du Lotus. Mais de même que nous avions vu que le premier poème, avec sa mention des 4 sortes de chevaux, bien que tout aussi lotusien, rappelait en même temps le titre du chapitre Shime du Shobogenzo, ici,
nous trouvons que ce poème renvoie également à un chapitre du même ouvrage, le Shobogenzo, qui s'appelle le Keisei Sanshoku. Je ne l'ai pas mis ici, mais Keisei, c'est les deux premiers caractères du poème que je vais vous donner, vous voyez, Tani no Koe et Sanshoku, Yama no Hiro. On lit aussi Sanshiki, je vous rassure, certains s'en sont peut-être pensé, mais c'est une lecture bouddhique, il faudrait dire Sanshiki. Le zen est divisé entre les deux. Personnellement, je dirais Sanjiki et pas Sanshiki, ou Sanshoku, mais je vous laisse la liberté de choisir, n'est-ce pas? C'est le chapitre 25 de l'édition Iwanami, ce Keisei Sanshoku, que nous pourrions traduire par la voix des vallées et les couleurs des montagnes. Et nous voyons donc que les deux vers du poème de Dogen, ici, n'est-ce pas, Mine no Hiro Tani no Hibiki, ne sont que les deux vers du poème, ne sont que la lecture explicative de l'expression chinoise qui sert de titre au Shobogenzo. Et ce poème, c'est ça qui est amusant, ce titre est tiré d'un poème de l'un des plus illustres poètes chinois qui ne soit pas des Tang, n'est-ce pas? C'est Su Tongpo, que vous connaissez sous le nom Su Tongpo, prononcé en japonais Sotoba, qui est du plein XIe siècle, dont l'autre nom, le nom personnel était Sushe, n'est-ce pas? Soshoku. Donc c'est un poème connu de tous en Chine et au Japon. Et dans ce quatrain, vous voyez que ce quatrain, les deux premiers vers, les deux premiers mots du premier et du second vers, vous avez Tani no Koe et Yama no Hiro, c'est-à-dire Tansei, Keisei, Sanshoku. Comme c'est un poème chinois, là on peut prononcer Sanshoku, je n'insiste plus, comme ce n'est pas un texte bouddhique. Donc vous avez Keisei, Sanshoku. Mais enfin, c'est quand même un poème bouddhique, mais disons que la règle est de prononcer les poèmes chinois en lecture Kaon. Alors, que nous dit ce poème? Là, il faut lire la voix du torrent, si vous voulez. La voix du torrent, le bruit du torrent est la langue ample et longue. Kocho no shita, kocho zetsu. L'aspect de la montagne ne peut être joyoshin ni arazaru kotonashi. La voix de la montagne ne peut être autre chose que le corps pur. La nuit venue, 84 000 stances. Hachiman Shisenge, c'est 84 000 stances bouddhiques, sous-entendu, me sont venues à l'esprit. Le jour suivant, c'est-à-dire au matin, Tajitsu, le jour suivant, Ikana Shitoni Kojisen, comment vais-je les révéler, ces stances, aux gens? Alors vous voyez que bon, je ne reviens pas sur la polysémie de Hiro ici, mais oui, parce que n'oubliez pas que Hiro, quand même, dans le bouddhisme, là, nous sommes en train de nous demander si ça veut dire couleur ou paysage, etc. Mais le sens fondamental dans le bouddhisme, c'est le visible. C'est ce qui est visible, tout simplement. Et c'est donc l'objet de la vision. L'idée de Su Tongpo est claire dans ce poème. Et ce Hiro, dans le poème vous avez vu Dogen tout à l'heure, traduisait ça par Koe to Sugata. Le hibiki, c'est Koe, la voix, Sugata, c'est le Hiro. C'est tout à fait fidèle à la tradition des poèmes bouddhiques dans ce cas-là. Donc c'est clair chez Su Tongpo, la nature a prêché avec les mêmes instruments que le corps de Bouddha. Kocho Zetsu, vous l'avez tous reconnu, la langue ample et large, c'est l'une des 30, c'est Bushin no, n'est-ce pas? C'est-à-dire la langue ample et large du Bouddha encore de manifestation. Vous savez, les 32 signes, surnaturels du corps de Bouddha, Sanjuniso Hachijugo, n'est-ce pas? Les 32 marques et les
les 32 marques et les 80 signes secondaires qui marquent le corps du Bouddha, vous avez cette langue ample et large qui lui permet de faire des tours qui relèvent plutôt du spectacle sur YouTube, n'est-ce pas? Vous savez qu'il peut, avec sa langue, toucher son front, entre autres. Mais donc, voilà, c'est une langue qui est très éloquente. Et le bruit des torrents dans les vallées n'est autre chose que la langue éloquente du Bouddha qui prêche le Dharma. Yama no Hiro, c'est-à-dire ce qui nous est visible des montagnes, c'est le corps pur du Bouddha lui-même, le corps pur du Bouddha qui prêche la loi aussi. Donc, l'inanimé, la nature même, n'est autre que le Bouddha en train de prêcher. C'est vraiment le Mujo Seppo, la prédication de la loi par inanimé. De cette prédication environnementale, en quelque sorte, le poète a, pendant la nuit, reçu 84 000 stances, c'est-à-dire autant de stances qu'il y a d'écriture ou d'enseignement dans le bouddhisme. Ce chiffre de 84 000 est symbolique du nombre des enseignements du bouddhisme. Mais tout cela lui est venu pendant la nuit, mais comment tout le monde sait ce qui arrive au réveil des intuitions géniales qu'on a eues en rêve, il ne peut pas en parler aux hommes. Il est impossible de les exprimer. Encore une fois, donc, ce chapitre, le chapitre Keisei Sanshoku de Shobo Genzo, est consacré au dogme considérable, d'une importance considérable pour Dogen, mais pour le Tendai aussi, la prédication de la loi faite par l'inanimé. Or, comme vous le savez tous, ce dogme ne figure nullement dans le Sutra du Lotus. Et on ne le trouve absolument pas dans le Sutra du Lotus, j'en ai fait déjà un petit historique il y a quelques temps. Il a été développé dans le Tendai chinois, il a été remarquablement développé, mais à partir d'autres enseignements qui ont été après justifiés par le Sutra du Lotus. Il est étroitement lié à l'éveil des plantes et des pierres, n'est-ce pas? Le Somokujo Butsu, les plantes deviennent Bouddha, et surtout, et bien sûr, à l'universalité de la nature de Bouddha, Busho, qui ne figure pas davantage dans le Sutra du Lotus, tout cela. Tout cela n'est pas dans le Sutra du Lotus. Mais vous voyez ce poème de Dogen qui incorpore tout ça dans le Sutra du Lotus, et on le sait par le rapport qu'il y a avec le chapitre qui est donné ici. Eh bien, Dogen fait une lecture du Lotus qui est parfaitement Tendaien. Il met dans le Sutra du Lotus des dogmes qui n'y sont pas, mais qui y sont lus par la tradition Tendai. Donc c'est une manifeste influence du Tendai chez Dogen. Donc, indépendamment de ce qu'en fera Dogen dans ses développements, nous avons dans les poèmes qui furent transmis sous son nom d'excellents exemples de l'imprégnation du Sutra du Lotus subsistant chez le maître Zen. Nous verrons que Dogen n'est nullement asservi à ce sutra, mais on ne peut nier qu'il reste une base fondamentale de sa réflexion religieuse. Nous avons rappelé plus haut que le terme Makoto je crois qu'il était apparu quelque part. Bon, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Que le terme Makoto véritable, apparaissant comme ici dans un contexte lotusien, était synonyme de Minori, l'auguste loi, le Saddharma. Mais aussi, donc Minori, auguste, Minori, mais aussi avec un jeu de mots, Minori qui est la lecture du caractère chinois Jitsu, qui veut dire réelle, réalité. Une telle association de sens ne peut être légitimée que par le lien avec ce qui demeure pour nous et pour le Tendai l'enseignement fondamental du Sutra du Lotus, à savoir l'aspect réel des entités, c'est-à-dire le Shōhō Jisso. Le Shōhō Jisso, c'est les 4 derniers caractères de la première ligne que vous avez ici. Nous avons vu aussi, dans les cours précédents, que le terme de Hondai no Memmoku, la face originelle, pouvait être tenu également pour synonyme de Shōhō Jisso, dans un langage qui est plus typique de Dogen. Le corollaire de l'aspect réel des entités, ce sont les 10 incités, les Junyose, que je vous donne ici.
dont l'énumération se trouve dans le même chapitre 2 du Sutra du Lotus sur les expédients salvifiques. On se rappellera que nous avons souvent évoqué ce dogme, d'autant plus intéressant et important pour le Tendai et le bouddhisme de langue chinoise en général, qu'il ne figure pas, encore une fois, dans l'original sanskrit, ou plutôt il y apparaît sous une forme bien différente. Ces deux dogmes, donc ces deux enseignements, sutra de l'aspect réel des entités, Shoho Jisso, et les 10 incités, Junyose, sont dans le lotus chinois, mais pas dans le lotus sanskrit. Et il sera d'autant plus intéressant d'examiner dans cette perspective l'un des chapitres les plus étonnants du Shobo Genzo, qui est justement intitulé L'aspect réel des entités, ce que nous commencerons la prochaine fois. Et je voulais vous donner, nous reviendrons là-dessus la prochaine fois de toute façon. Je conclurai en vous donnant, pour ne pas trop nous égarer sur le caractère un peu incompréhensible à première vue du texte, j'essaierai de l'aplanir autant que possible. Je vais vous donner ce poème qui est de Fujiwara no Yoshitsune, ou Kujo no Yoshitsune, 1169-1206. Vous voyez qu'il meurt lorsque Dogen est encore enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Yoshitsune est fils de Kanezane, Fujiwara no Kanezane, donc, qui est le frère aîné de Jien, que nous avions vu il y a l'année dernière, n'est-ce pas, le frère aîné. Et donc ce Yoshitsune est un neveu de Jien. Et voici ce poème qui est sur l'une des 10 incités, l'incité de nature. Et vous allez voir dans quel contexte tendaïen, puisque ce poème est imprégné de Tendai, bien sûr, nous allons arriver. Samazamani. Samazamani umareki nikeru yoyomo mina onajitsuki koso mine ni sumikere. Alors, en leur variété, toutes les générations de nos renaissances ont la même lune en leur sein dégagé. C'est la lune qui est dégagée. En leur variété, Samazamani umarini kinekeru yoyomo mina. Littéralement, les différentes générations qui sont nées sous toutes sortes de formes, elles ont bel et bien, koso, n'est-ce pas? Elles ont bel et bien muneni dans leur sein, dans leur cœur, c'est comme kokoro, n'est-ce pas? La même lune qui est. Alors, vous voyez déjà à peu près ce que ça veut dire, mais je vous donne ce très bref commentaire du Tendai, un commentaire un peu plus tardif, mais qui vous donnera une idée de ce que nous allons voir. Comme des êtres infernaux, démons affamés, animaux d'une part, et des humains, dieux, titans de l'autre, c'est-à-dire les 6 voies, il ne s'en trouve pas qui ne possède la nature d'éveillé. Tout le monde a la nature d'éveillé. Busho, encore une fois. Il est dit que c'est la même lune qui se dégage à leur sein. Vous voyez que pour un lecteur averti du poème, la lune, ici, c'est la nature de Bouddha. Il faut avoir ce genre de... C'était le milieu dans lequel se mouvait Dogen, jeune, enfant, adolescent, et on va voir que ça l'a suivi très tard, qu'il va porter toutes ces doctrines à un niveau, je dirais, de langage tout à fait exceptionnel, mais il part quand même d'une école, d'une série de doctrines bien déterminées, dont on ne peut pas faire abstraction si on veut comprendre la façon dont il développe sa langue et sa pensée. Je vous remercie pour aujourd'hui. Nous commencerons la prochaine fois la lecture de ce chapitre de Dogen Shoho Jisso. Bien sûr, on ne peut pas lire. Il faudrait passer toute l'année dessus. Je ne vous en lirai que quelques extraits les plus représentatifs à mon sens. Je vous remercie pour aujourd'hui et à la semaine prochaine.